On reparle donc de l'Afrique du Sud avec Frédéric Couder. Bonjour. Bonjour. Romancier, vous vivez là-bas une partie de l'année. Oui. Vous avez publié Un été blanc et noir. On en a longuement parlé hier pendant la spéciale. Lucien Pambou à vos côtés. Bonjour donc, comme membre du comité de rédaction de géopolitique africaine et prof à Paris 13, c'est ça ? C'est ça. On a vécu donc ensemble cette cérémonie hier. Et ce que retient la presse aujourd'hui, une partie de la presse en tout cas, c'est bien sûr la poignée de main entre Obama et Castro. C'est aussi ce selfie dont Benoît nous parlait avec la première ministre suédoise. Mais c'est aussi, et c'est ça qui va nous intéresser, les sifflets contre le président Zuma. Est-ce que ça vous a étonné déjà, Lucien Pambou ? Non, ça ne m'étonne pas parce que Zuma est considéré en effet comme je dirais, un des successeurs les plus pires de Mandela, je veux dire, par rapport à Thabo Mbeki. Ça ne m'a pas étonné parce que si on remonte dans le temps, en 99... en 94, quand il y a eu l'élection de Mandela à la tête de l'Afrique du Sud, 60%, effectivement, 90% des Sud-Africains se sont déplacés pour son élection. En 2009, 40%. Aujourd'hui, l'ANC est devenu le parti où il y a le plus d'abstention. Pourquoi c'est ainsi ? C'est ainsi parce que la politique, en fait, économique, la politique sociale de Zuma, soit elle n'est pas bien expliquée, soit elle n'est pas très bien comprise. Bon, il est à noter en effet que une grande partie de son action politique sert absolument soit à introduire des intrigues au sein de l'ANC et à préparer l'élection à venir. Frédéric Couder, ces sifflets quand il est arrivé déjà dans le stade et ensuite à la tribune, alors on comprend les raisons sans doute politiques, etc., mais il ne faut pas oublier qu'il est sifflé devant la majeure partie des dirigeants de la planète, c'est-à-dire que c'est une humiliation. Un peu un camouflet, oui. Plus qu'un camouflet, même. C'est plus qu'un camouflet. Écoutez, alors, deux choses là-dessus. J'ai regardé la presse sud-africaine et notamment le vénérable Mail and Guardian, qui est vraiment le journal de référence. Il y a deux sentiments. Naturellement, on note que c'est une vraie fracture pour Zuma, qui de toute façon cumule les casseroles. Non seulement sa maison a coûté des millions d'euros, on vient encore en novembre de voir qu'il a fait aménager une piscine somptuaire, etc. Donc il se comporte en caricature, c'est absolument détestable. Et en même temps, chez les Sud-Africains, et Monseigneur Desmond Tutu, comme un de ses camarades de prison, disent il faut un silence de tombe en ce moment. Donc si vous voulez... La une du Times sud-africain, c'est The Rainbow Nation. Pour le jeu de mots avec Rainbow, vous l'avez, Benoît, peut-être. C'est vraiment... Il pleuvait et il y a eu des sifflets. Voilà, donc il y a vraiment... C'est assez ambivalent. C'est-à-dire qu'on les regrette aussi un peu. C'est-à-dire que le climat n'est pas bon. D'un autre côté... et c'est la petite conclusion qu'on peut en tirer aussi sur ce sujet, ça témoigne aussi de la bonne santé de la démocratie sud-africaine. Alors justement, c'était la question que j'allais poser à Lucien Pambou. Comment va l'Afrique du Sud depuis 1994 ? Elle a fait beaucoup de chemin, évidemment. Elle en a encore beaucoup à faire ? Oui, elle a beaucoup à faire. L'Afrique du Sud va bien sur le plan institutionnel. On peut noter en effet que l'Afrique du Sud est le pays où la démocratie, quand on compare avec ce qui se passe dans l'Afrique subsaharienne, c'est le pays où la démocratie, où les institutions sont respectées. Ça, c'est une chose. Bien, Mandela a réussi à réconcilier les Sud-Africains. Bien sûr, il y a des Noirs sud-africains, il y a des Blancs sud-africains, mais pour Mandela, et je pense que de façon posthume, c'est sa victoire, il n'y a plus que des Sud-Africains. Alors, l'Afrique du Sud va moins bien sur le plan des inégalités, le plan de l'égalité sociale, pardon. L'Afrique du Sud va moins bien sur ce que j'appellerais le partage économique. Le BEE, le Black Economic Empowerment, qui avait été en fait une forme de politique de discrimination positive, qui avait été en fait mise en place pour permettre aux Noirs de rattraper leur retard, ne s'est fait qu'au profit d'une petite élite appartenant à l'ANC. Et une grande partie des populations noires a été laissée. Rester sur le carreau, Frédéric. Alors, oui, il y a un désenchantement, particulièrement des plus jeunes, ce qu'on appelle les born free. Et c'est ça où l'Afrique du Sud également... Les born free, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu l'apartheid, qui sont nés après le... Et d'une certaine façon, l'Afrique du Sud se normalise et se banalise aussi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est un peu aussi comme dans nos pays occidentaux, où les gens ne croient de moins en moins à la parole politique. Alors face à ce désenchantement, il y a deux tendances. Il y a une tendance, j'oserais dire positive et une autre négative. Enfin, c'est un jugement de valeur, mais quand même. Vous avez d'un côté Julius Malema qui représente vraiment les populistes dans le sillage un petit peu de Winnie Mandela. Et là, effectivement, s'il prend
d'ascension, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Afrique du Sud. Et puis de l'autre, derrière Desmond Tutu, qui est toujours une voix morale, après Mandela, il y a encore Desmond Tutu, il ne faut pas l'oublier. Vous avez des gens comme Hélène Zille, qui est une femme blanche qui représente l'opposition, et également la célèbre veuve de Steve Biko, Mampele Rampele, qui vient à Kang de lancer un parti politique. Et ça, c'est extrêmement important. Alors justement, vous parlez de Desmond Tutu et de ce parti politique. Desmond Tutu, qui est quand même encore une figure tutélaire, pour le coup, voilà. Il aura un rôle symbolique très important pour les prochaines élections qui ont lieu dans quelques mois. Hein. Et puis pas seulement, il va bien, il est quand même vivant, il était atteint lui aussi d'un cancer de prostate qui semble surmonter. Donc ça, c'est quand même aussi une bonne nouvelle. L'Afrique du Sud, il y a ce miracle sud-africain qui fait que dans le siège de Mandela, il y a quand même encore des grands hommes et des grandes femmes. Il faut vraiment le noter. Parce que l'apartheid était, on l'oublie, mais c'était un système naturellement racial en direction des minorités noires et métisses, mais aussi en direction des femmes, y compris des femmes blanches. Et c'est quelque chose qu'on entend souvent en Afrique du Sud. Hein. Moi, j'ai une bonne amie afrikaneur blanche qui dit que Mandela lui a changé sa vie aussi pour ça. Les femmes blanches ont beaucoup plus de pouvoir et de visibilité dans la société sud-africaine. Lucien Pambou, hier, vous me disiez l'Afrique du Sud aura vraiment changé le jour où il y aura un président, ou encore mieux, une présidente blanche. Oui, il y en a déjà eu, puisque Frédéric de Klerk était là. Je crois qu'il faut poser les problèmes de façon non émotive et sur la base de la rationalité. Si aujourd'hui l'apartheid n'est plus l'apartheid, c'est aussi grâce à un homme dont je pense qu'on n'a pas trop souvent célébré les mérites, c'est M. de Klerk. Oui, même si ça a été compliqué avec Mandela, les négociations duraient 4 ans. Bien sûr, bien entendu. Ça a été relativement compliqué. Et ce qu'on n'ose pas dire aussi, c'est que l'ANC, qui a été créé, l'un des plus vieux partis d'Afrique, créé en 1912, il y avait des afrikaneurs, quelques afrikaneurs, qui étaient membres de l'ANC, et les Indiens, et qui ont participé justement à côté de Mandela, peut-être pas immédiatement, mais qui ont joué leur rôle, si vous voulez, d'information, faire connaître la cause quand même de Mandela. La petite fille de Gandhi vit encore en Afrique du Sud. Elle vit en Afrique du Sud, hein, donc... Oui, pardon. Non, allez-y, c'est terminé. En fait, on pourrait s'en parler comme hier pendant Absolument, des heures. Parce qu'il y a quand même une émotion quand même. Il y a un journal avec Sébastien dans une seconde. Bonjour Sébastien, merci. Bonjour Bénédicte, nous allons revenir.